je suis vraiment navrée de ne pas être aussi homme, ce qui m'aurait fait vraiment plaisir. Et pour l'exposé d'aujourd'hui, je vais donc parler de méthode galoisienne. Enfin, le titre est quasiment un exposé en soi et très long. Et donc, de ces énoncés que dans les dernières années, on a utilisé, disons, dans le un combinatoire énumérative et qui sont issus de la théorie de Galois des équations fonctionnelles et qui ont eu un certain succès comme technique. Donc, j'espère réussir à faire un petite panoramique de cette technique. Alors, donc, alors déjà, ça ne bouge pas. Attends. Voilà. Je voudrais commencer par quelques exemples d'énoncés qui ont été utilisés dans ce milieu énumératif. Je sais pas comment. Voilà. Pour commencer, il y a ce théorème d'Ishizaki-Ogawara qui s'est révélé très, très utile. Et donc, on part d'un nombre complexe Q qui n'est pas 1, n'est pas racine de l'unité. Et on prend deux fonctions rationnelles et une série formelle de Laurent pour avoir un pôle. Enfin, je sais pas, mais bon. Ils ont a priori, elle a un pôle. Et tel que cette série vérifie cette équation fonctionnelle f de qt égale at f de t plus b de t. D'accord? Donc, ça, c'est un objet relativement classique parmi les équations fonctionnelles. Ça s'appelle l'équation Q-différence. Et donc, Ishizaki Ogawa, passons, bon, je vais détailler après, il démontre que si la série n'est pas le développement de Taylor d'une fonction rationnelle, elle est détranscendante. Ça veut dire que, je l'ai écrit dessus, ça veut dire qu'elle ne satisfait pas une équation différentielle algébrique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un polynôme à coefficient rationnel tel que enfin, qu'on le value dans les dérivées l'une après l'autre, etc., ça donne zéro. D'accord? Donc, on ne peut pas le retrouver comme solution d'équation différentielle de ce type-là. Et donc, c'est un énoncé. D'abord, Ishizaki l'a démontré non pas pour des séries formelles, mais pour des pour des fonctions meromorphes. Et Ogara a donné une solution enfin une preuve pour les séries formelles qui ne contient pas d'analyse complexe essentiellement. Cependant, les preuves qui sont ad hoc sont assez laborieuses. Et bon, ce théorème, une fois on prend la théorie de Galois des équations fonctionnelles, un peu comme une boîte noire, bon, on peut le prouver en quelques lignes. Et donc, vous remarquerez donc, il s'agit d'un énoncé qu'on pourrait qualifier à la Holder, donc le théorème de Holder pour la fonction gamma, qui elle-même ne vérifie pas d'équation différentielle algébrique. Et effectivement, on peut donner des preuves, disons, au même style pour ce théorème ici et les théorèmes de Holder, et qui sont assez compacts. Donc, voilà, ça c'est un premier énoncé. Il y en a un deuxième qui est plus récent et de nature un peu différente, mais je vais utiliser rapidement. Et c'est un énoncé de la même nature, c'est-à-dire si vous avez deux fonctions rationnelles, dont la première est non nulle, et une série formelle qui n'est pas le développement d'une fraction rationnelle, mais qu'elle vérifie cette équation ici, voilà, elle est un peu différente de la première, mais pas tant que ça. Alors, elle est différentiellement transcendante, non plus sous les fonctions rationnelles, mais même sous ce qu'on appelle les germes de fonctions meromorphes. Alors, les germes de fonctions meromorphes en zéro, c'est des fonctions meromorphes en voisinage ouverte de zéro qu'on ne spécifie pas. Et comme on la manipule toujours à un nombre fini, bon, il y a toujours un ouvert où ils sont tous définis, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est un ouvert mouvant, disons comme ça, de zéro. Donc, un corps assez grand. Et donc ça, c'est un énoncé qui généralise un théorème de Clausard
Oui, démontre justement la transcendance différentielle de la série génératrice des nombres de Bell sous les germes de fonctions méomorphes. Et en fait, c'est un phénomène plus large et on peut démontrer en toute généralité, toujours par des méthodes galoisiennes. Or, j'ai contrôle que j'ai tout dit. Oui, il y a une différence essentielle entre ce théorème-ci. Vous voyez ici, on a comme opérateur T en Q de T. Donc, essentiellement, c'est une homographie à deux points fixes, 0 à l'infini. On peut toujours, si on a une équation fonctionnelle avec une homographie à deux points fixes, ça va amener à quelque chose de ce type-là. Et là, par contre, on a ici une homographie qui a un seul point fixe qui est l'infini. D'accord? Et donc, on a des solutions formelles en zéro pour une équation associée à une homographie en point fixe à l'infini. C'est un point important. Bah, ça prouve la nature différente de ces deux opérateurs. Et l'autre chose qu'on peut remarquer, et c'est de nature plus... Enfin, euh, dans ce contexte, vous voyez, on a pris W, c'est une série formelle de Laurent. Et pour être convergente, mais en effet, elle ne peut pas être convergente parce que s'il y a W à quoi que ce soit, comme un zéro, un pôle, un point de ramification, quoi qu'il en soit, à distance finie de zéro, l'itération de l'opérateur, il va la rapprocher de plus en plus de zéro. Et donc, on ne peut pas converger. En effet, il y a une accumulation de choses qui ne doivent pas s'accumuler pour une fonction euh, convergente. Donc, voilà, ça c'est un peu pour les commentaires sur ces deux énoncés. Alors, c'est ce que je vais faire. Je l'ai pensé, je l'ai fait. Je vais vous montrer une application de ces deux énoncés. J'ai une question, excusez-moi. Euh, Oui, quand tu dis différentiellement transcendante sur C de crochet T, donc si je comprends bien, ça implique en particulier qu'elle n'appartient pas au corps des fonctions, au corps en question. Donc ça veut dire oui. que la Elle est série, divergente. Ouais. ça veut dire que la série n'est pas méromorphe dans un voisinage de zéro, donc ça veut dire qu'elle a un rayon de convergence nul, c'est ça Oui, oui, c'est ce que je disais. Ouais, excuse-moi, alors Euh, j'ai tout raté. Pardon, j'ai dû mal. Cet opérateur T, T emboîté dans T emboîté, un T1 sur... Bon, alors je suis en train d'embrouiller à le lire. En tout cas, si on remet le point fixe en zéro, enfin, si on fait une inversion, un changement de variable à S égale à 1 sur T, voilà, le point fixe en zéro, c'est juste un shift, ça envoie un T plus 1. D'accord? Donc, en fait, si au bord du rayon de convergence de cette série, qui est pour supposer convergente, il se passe quelque chose qui empêche la convergence de continuer, et ben, cet opérateur, quand on l'itère, il va rapprocher ce pôle ou cette singularité d'autre nature de plus en plus de zéro. Donc, en fait, il faut on prouve que W d'avoir une suite de singularités qui s'accumulent en zéro. Donc, elle ne peut pas être convergente. En fait. Par contre, si elle est rationnelle, il se peut que juste les pôles ils s'effacent, qu'il y ait des pôles qui sont dans la même orbite. Donc, quand on applique l'équation fonctionnelle, ils se transforment les uns dans les autres. Mais sinon, en général, elle sera, enfin, en général, sinon elle sera convergente, divergente, pardon, lapsus, point barre. Et voilà. Donc, euh, on va voir une application potentielle de ces deux énoncés. Enfin, je sais pas, tu es satisfait de la réponse? Je sais pas qui a posé la question. Mais bon, Ouais, ouais, c'était Jérémy Boutier. Ça a l'air d'aller. oui, ça a l'air d'aller. Bon, merci. Il est encore dans la Et salle. ok, il n'est pas fouillé, fâché. Bon, donc, par exemple, dans le cas des marches à petits pas contraintes dans le porte-plane, ça ne vient pas en français. Bon,
dans le cadran, merci, pardon, dans le cadran du plan, enfin voilà. Donc on a des marches qui partent en zéro et qui sautent sous les points coordonnés entières selon un ensemble de pas admis, qui est un sous-ensemble de ces petits pas-là qui sont dessinés ici. Donc ils peuvent bouger dans certaines directions sous la grille de points coordonnées entières. Et on peut vouloir les compter. Donc, on regarde d'abord comme coefficient le nombre de marches qui vont du point 0 au point IJ, un nombre n de pas, ayant fixé l'ensemble de pas S. Et après, on peut les mettre dans une série génératrice. Alors, si on se concentre sur un petit sous-ensemble, disons module équivalence, de module des équivalences, si on se concentre sur les petits sous-ensembles de toutes ces marches qui sont dites normalement singulières ou de genre 0, voilà, c'est les 5 qui sont ici. C'est ces cinq ensembles de pas. Mais alors, si on fait ça, on associe, enfin, même aux autres, mais en particulier à celle-ci, on associe ce polynôme au pas. Donc, IJ, c'est les coordonnées du vecteur qui infigure le pas. Voilà, ça donne une courbe. Et cette courbe a une propriété pour ces 5 exemples-là d'être de genre 0. Alors, le genre d'une courbe, c'est quand on le regarde de façon analytique, c'est juste le nombre de trous. C'est un savarin avec plusieurs trous. Alors, 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de trous. Donc, essentiellement, disons, topologiquement, c'est des sphères. Et donc, il n'y a pas de donuts, quoi. Et, et donc, ce fait d'avoir genre 0 est équivalente, pour le prendre même comme définition, au fait d'avoir une paramétrisation rationnelle de la courbe. C'est-à-dire que, bon, je vais le dire en 2 secondes exactement ce que ça veut dire, mais bon, normalement, autrefois, ça faisait partie du bagage lycéen même, peut-être. Bon, enfin bref, il se passe que pour compter ces marches, bon, on regarde dans un point, on regarde combien il y a de marches de 0 à n, enfin, de 0 au point à n pas, on regarde les points autour, là où il y a des marches à n moins 1 pas, et donc on compte, enfin, on a une espèce de récurrence qui donne une équation fonctionnelle de ce type, voilà, et qui est assez jolie. Et le fait que la courbe K soit de genre 0, qu'on puisse trouver une paramétrisation rationnelle, signifie la chose suivante. Alors, a priori, pour tout T, dans un petit segment L, on peut trouver un couple de fonctions rationnelles, x d'AS, y d'AS, que quand on les met dans l'équation de la courbe, elle annule identiquement. En fait, on peut en trouver deux, et ça, c'est la chose peut-être plus étonnante pour moi la méthode. On peut en trouver deux qui ont la même ordonnée, et voilà, ce qui permet de déduire une équation fonctionnelle pour chacune de ces deux séries. L'équation fonctionnelle, vous la voyez, c'est écrite ici. Alors, il se passe que on a ici deux paramétrisations avec la même ordonnée. On va les mettre dans l'équation ici du noyau, qu'on appelle le cas de noyau. À gauche, on obtiendra 0 identiquement, parce que c'est une paramétrisation de la courbe K. Donc, voilà, j'ai réussi à faire tout. Donc, on a paramétrisation de la courbe
K, par définition, elle va annuler le terme de gauche. On va avoir deux équations pour le terme de droite, hein, avec x et y, l'autre x tilde et y. Mais si on les soustrait, la partie en y disparaît aussi. Et on se retrouve avec cette courbe ici. Cette équation ici, là, voilà, ici, où il n'y a que les x qui apparaissent. Et alors, c'est un fait général, au fait, pour les paramétrisations des courbes. Si ces paramétrisations sont propres, c'est-à-dire qu'elles sont bien faites, disons comme ça, si elles sont propres, on peut toujours transformer une paramétrisation dans une autre en composant par une homographie. Ça, c'est un fait général. Et donc, en effet, il existe une homographie taux qui permet de transformer x en x tilde et garde évidemment y fixe puisque c'est la même pour les deux paramétrisations. Et donc, si on appelle G enfin, ces termes-là, celui de gauche plutôt, celui-là, et ben rien, on trouve vraiment une équation fonctionnelle du genre de ceux qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire on a une série formelle à laquelle on applique une homographie pour laquelle on applique une homographie à la variable, et ceci est égal à une équation par une fonction rationnelle. Donc, c'est vraiment le même type de situation de tout à l'heure où on peut s'arrêter. Enfin, selon qu'on ait deux points fixes ou un point fixe, on peut, selon les valeurs de t, on aura un ou deux points fixes et on se retrouve dans la situation des deux théorèmes précédentes. Et donc, on applique, si par exemple, taux a deux points fixes et on arrive à prouver que G n'est pas rationnel, dans ces cas-là, G sera différentiellement transcendant sur C de X, pardon, là il y a un X par S. Et donc, non, oui, c'est un S, pardon. G sera différentiellement transcendante sur C de S. Mais alors, la série Q aussi, parce que bon, X de S, c'est rationnel, donc ça ne peut pas ajouter on peut démontrer que ça n'ajoute pas de la transcendance différentielle. Et donc, Q de X, 0T aussi est différentiellement transcendante, et pour des raisons un peu analogues, Q de 0Y aussi. Et donc, on remet tout ici, Q de X, Y, enfin, tout est différentiellement transcendante. Et rembobinant toute la machine, je suis un peu elliptique, mais bon. Donc, c'est ça l'idée des applications. Alors, quelques exemples plus parlantes. Par exemple, si vous partez de cet ensemble de pas, on a ici la courbe. Oui. On a ici la courbe du noyau. Et donc, les deux paramétrisations. D'accord? Donc, on le met dedans et ce qu'on trouve, c'est une équation fonctionnelle de ce type. Donc, ici, on a des termes à droite que j'aime pas, mais si on fait un petit changement de variable, après, il faut un peu se débrouiller, disons, au petit bonheur la chance, on fait un petit changement de variable, et on trouve quelque chose qui a cette forme ici. Voilà, et on voit bien que cette équation fonctionnelle ici ne peut pas avoir une solution rationnelle. Et pourquoi on le voit? On voit que ces deux termes de droite n'appartiennent pas à la même orbite par cet opérateur qui envoie S à un V carré S. Or, si G tilde était une fonction rationnelle, et dans cette différence G tilde V carré S moins G tilde S, on aurait au moins deux pôles sur la même orbite par l'opérateur, le module V carré. Et donc, à droite, il devrait y avoir au moins deux pôles sur chaque orbite V carré. Donc, il ne peut pas y avoir des solutions rationnelles. Et donc, tout est différentiellement transcendante. On n'a pas besoin de se préoccuper de la chose. Et alors, il y a un commentaire que je voudrais faire. Il existe des algorithmes pour vérifier si ces équations
ont des solutions rationnelles, c'est essentiellement d'où Baramov. Alors, le problème, c'est que ces équations ont un paramètre V. Et donc, avec ces algorithmes, vous allez trouver soit des réponses génériques, ça veut dire que pour V paramètres transcendants, vous n'avez pas de solution rationnelle, ou pour une valeur de V précis où tout converge, où il n'y a rien qui se passe, vous pouvez tester s'il y a des solutions rationnelles ou pas. Mais avoir la solution, enfin, avoir une information pour toute valeur de V, évidemment, ceci n'est pas possible. Donc, il faut un peu se débrouiller bon, de façon assez simple en général, mais un peu, enfin, il n'y a pas une aide algorithmique, disons, de ce point de vue-là. Et voilà, donc ça, c'est ce qui se passe pour tout t entre 0 et 1,5. Et alors, en 1,5, il se passe quelque chose d'un peu mystérieux, c'est-à-dire, bon, la courbe, on spécialise t en 1,5. Et là, bon, la courbe devient réductible, donc c'est le produit de deux droites. Donc, vous n'avez même pas besoin en fait de chercher la paramétrisation. Elle est donnée par la factorisation. Et donc, l'équation fonctionnelle qu'on obtient, elle est là. Et c'est une équation fonctionnelle qui a un seul point fixe. Alors, si on regarde bien ce qui se passe, c'est que quand t va vers 1,5, bon, je finis le théorème, donc je vais revenir en arrière 2 secondes. Donc, il y a un seul point fixe, c'est Fourier est transcendant sur les fonctions méromorphes au voisinage de 0. Alors, ce qui se passe ici, c'est que vous voyez ces paramétrisations, ils disparaissent pour V égale à 1. Donc t égale à 1,5, il devient 0, 0, il devient trivial. Or, on peut un peu les manipuler, les écrire autrement. L'équation fonctionnelle deviendra beaucoup plus moche, mais on voit ce qui se passe en réalité. Ce qui se passe, c'est que bon, V va vers 1, et les deux points fixes de cet opérateur coïncident quand V égale 1. En fait, si on veut éliminer ces facteurs alors, ces facteurs qui s'annulent, on manipule un peu la paramétrisation, on voit plus grand-chose, si ça n'est que on trouve ici une homographie à 2 points fixes, et ces 2 points fixes coïncident pour V qui tend vers 1. Donc, il y a un phénomène de confluence, pour ceux quand on parle d'équation fonctionnelle, d'équation différentielle, quand il y a 2 singularités, 2 points où il se passe quelque chose qui coïncide, normalement, il se passe des choses qui sont pires. Et ben, c'est le cas. Donc, les 2 points fixes vont coïncider. On se retrouve devant une transcendance qui est en quelque sorte plus générale. Et voilà, j'ai repris aussi. Voilà. J'ai repris aussi un autre modèle où il se passe des choses essentiellement similaires. Ça, ce sont les éléments de paramétrisation. Voilà, et si, bon, j'ai tilde, c'est ma formule, et l'équation, vous voyez qu'elle sort, et celle-ci, là, il y a un pôle pour S égale 1, et l'autre pôle, c'est S égale à 1 sur V. Et comme c'est un opérateur V carré, ben, il ne peut pas y avoir 2 pôles sous la même orbite. Et donc, on est encore une fois dans une situation de transcendance, d'accord, de transcendance différentielle pour tout T 1,5 ou V égale à 0,1. Il y a une faute de frappe, désolé. Voilà, ici, et pour T égale à 1,5, ça se passe à peu près de la même façon. Voilà, on a les paramétrisations. Il n'y a pas de paramètres maintenant et on obtient cette équation fonctionnelle avec l'opérateur ici
à un point fixe, et ben, on déroule la machine, on regarde les orbites des pôles à droite et à gauche, ça, ils s'écrivent assez facilement, en fait. C'est ça, les deux orbites des pôles, elles sont disjointes. Et il y a un seul pôle dans chaque orbite, donc encore une fois, on ne peut pas avoir une solution rationnelle, donc c'est transcendant. Donc c'est une machine qui tourne assez bien. Et donc, euh, bon, j'avais mis un autre exemple pour le regarder rapidement. Et donc, il y a la paramétrisation, l'équation, elle est là. Je l'ai mis parce qu'elle est un peu plus... L'équation fonctionnelle qu'on retrouve ici, elle est un peu plus compliquée. Donc, on a RDS moins R de VS, où RDS, cette fonction rationnelle. Alors, ici, pour s'en sortir, on a dû calculer le résultat de P, qui est le dominateur ici, et d'une PV pour un paramètre. Regardez pour quelle valeur du paramètre le résultat s'est annulé. Bon, c'est des choses qu'on peut faire à un ordinateur, même. C'était pas très... Donc, c'est des manipulations ad hoc, mais pas très compliquées, qui permettent de conclure. Il n'y a pas d'équation différentielle pour ces séries génératrices. Et voilà. Et, par contre, je l'avais mis aussi pour cette raison. Vous voyez ici, il y a la paramétrisation qu'on obtient, ne sont pas très jolies. Il y a des nombres un peu grands. Ça a l'air, ça démoralise au début, hein, je trouve. Mais en fait, comme vous cherchez à démontrer qu'il n'y a pas de solution rationnelle, on peut aussi faire des petits changements de variables de ce type, S1 sur S. Et puis là, on calcule à la main enfin, on calcule à la main, on calcule Maple, on calcule les pôles de la partie à droite du terme à droite de cette équation fonctionnelle. Et il suffit de regarder qu'il n'y a pas de pôles qui ont des différences entières pour conclure qu'il peut y avoir de solutions rationnelles. Donc, somme toute, c'est assez, en dépit d'être des petites manipulations ad hoc, ils sont toujours assez simples. Voilà. Donc ça, c'est pour l'idée de l'application, enfin, pour donner une idée du type d'application qu'on peut donner de ces énoncés. J'ai cité personne, donc je vais profiter là pour citer de façon un peu elliptique, parce que enfin, bon, l'histoire est longue et il y a beaucoup de contributions, mais l'idée d'utiliser des paramétrisations est déjà dans le livre de Fayol, Isnogorowski et Malichet. Par contre, l'idée d'utiliser des techniques galoisiennes dans ce milieu de marche à petits pas dans le cadran est due à Dreyfus, Ardoin, Rock et Singer. Alors, ils considèrent des modèles avec des points et ils obtiennent des résultats qui pour traiter transcendant. Mais bon, là, on a vu des cas de courbes de Jean 0, mais ils traitent aussi les courbes de Jean 1. Donc, c'est plus compliqué, mais c'est des énoncés qui sont dans le même ordre d'idées, qui ont des preuves similaires. La partie disons, la partie galoisienne, disons, l'énoncé qu'on applique pour démontrer la transcendance différentielle. Et bon, ça, ces choses que je vous ai racontées avec les paramétrisations là, que j'ai montrées, c'est dans un travail en cours avec Aline Bostan et Kylian Rachel, où on ne prend pas de poids, mais on arrive à regarder toutes les valeurs de T, y compris les valeurs de T non transcendantes. Et donc, toujours... et les paramétrisations que vous avez vues pour les différentes K1, c'est essentiellement ce sont essentiellement les paramétrisations utilisées par Dreyfus, Ardoin, Rock et Singer pour T différentes endémies. Et un T endémie, c'est des paramétrisations qui nous a fourni Maple. Et après, il y a des différences. Bon, je l'ai noté parce que c'est quelque chose qui m'embête, pas parce que peut-être dans l'économie de l'exposé, c'était pas très important, mais on a ces paramétrisations que j'ai montrées, dans les cas A et B, ils se prolongent, c'est-à-dire qu'on a des paramétrisations sous des ouverts, hein, on a deux ouverts du segment 0,1,5, et on a deux paramétrisations qui se récoltent sous les ouverts, on arrive à voir des choses.
tandis qu'il y a 2 cas sur les 5 où on n'arrive pas à faire ça. La paramétrisation à t égale 1,5 et vaut pour t égale 1,5, on n'arrive pas à l'étendre et à la relier aux autres paramétrisations. Et puis, il y a un petit truc qui a l'air vraiment anecdotique, mais le diable est dans les détails. C'est le petit changement de variable du paramètre qui apparaît dans le papier de Michener-Reifnitz de 2013. Et bon, ça a l'air tout à fait innocent. En fait, c'est ça qui permet de faire ces changements de variables, enfin d'intuiter les changements de variables qui permettent de rendre les choses plus visibles, de conclure pour toute valeur de t. Donc enfin, ça a l'air anecdotique, ça ne l'est pas du tout. C'est une ruse bien trouvée. Et enfin, c'est une bonne intuition, quoi. Donc, ça, pour ce qui concerne la transcendance sur les fonctions meromorphes, qui est en soi un peu étonnante, et c'est un fait qui est plus répandu qu'on le pense. Alors, par exemple, si vous prenez des séries formelles avec un polynôme Pn qui va dépendre d'un paramètre x, un t, et qui vérifie des équations fonctionnelles de ce type, il y en a pas mal dans la littérature. Alors, je n'ai reporté ici quelques-uns. Là, je pense que c'est un extrait de la liste qu'on a dans un papier toujours avec Bostan et Rachel. Et alors, ceci, dans ce cas, ça avait été prouvé par Clazar, que j'ai déjà cité. Ça donne pour x égale 1, ça donne les nombres, la série génératrice des nombres de Bell. Les autres séries, Clazar utilise l'équation fonctionnelle. Les autres séries, il n'y a pas, enfin, on n'a pas été toujours capable de voir si l'équation fonctionnelle apparaissait explicitement dans la littérature. Et en tout cas, l'équation fonctionnelle est un avatar. On peut dire qu'un avatar de cette expression. Ces séries peuvent être la suite des polynômes Pn de x peut être définie en utilisant des formes exponentielles closes de ce type. Et GF étant acronyme pour Exponential Generating Functions. Et donc, l'équation fonctionnelle n'est qu'un avatar de cette définition exponentielle. Et au fait, on peut la déduire de façon même automatique, algorithmique. Vous préférez de cette définition moyenne des fonctions génératrices exponentielles par le changement de variable, mais qui ne demande aucune intuition pour le faire. Pas c'est fait de façon totalement algorithmique. Donc, c'est un phénomène qui est plus répandu que ce qu'on pourrait penser dans un premier temps. Donc, j'espère que ceci motive la suite. La suite de l'exposé. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne les idées galoisiennes qui sont derrière ces deux énoncés que j'ai donnés au début, je pensais que peut-être la façon plus facile de donner une intuition, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donner une intuition du type de raisonnement, c'était de donner une preuve du théorème de Holder sous la transcendance différentielle en fonction gamma, sachant que les preuves de deux autres théorèmes que j'ai énoncés sont assez proches, au moins dans le principe de base. Donc, on sait que la fonction gamma de Euler est une fonction meromorphe sur C. Voilà. Et j'aime bien la définir avec le théorème de Bohr-Mollera. Et un peu parce que j'aime bien le théorème et un peu parce que ça permet de commenter d'autres choses. Donc, la fonction gamma, elle satisfait cette équation fonctionnelle, elle vaut 1 à 1, mais ceci, à différence des équations différentielles, ceci ne peut pas la définir complètement.
Parce que les solutions de cette équation fonctionnelle, ici, ben, elles sont définies modulo une fonction impériodique. Si vous multipliez pour gamma par une fonction impériodique, ben, vous trouverez une autre solution de la même équation. Donc, cette condition initiale, disons, n'est pas suffisante à déterminer. Il faut une ultérieure condition, c'est une des possibles. Donc, le théorème de Bohr-Mollerath dit que si on compose gamma avec le logarithme, on obtient une fonction convexe. Et là, maintenant, il n'y en a plus qu'une qui est solution de cette équation fonctionnelle. Et donc, le théorème d'Holder, bien connu, dit que gamma n'est pas solution d'une équation différentielle à coefficient rationnel. L'équation différentielle est éventuellement non linéaire, mais algébrique. Et si vous ouvrez le théorème d'Holder, et au moins tous les papiers que je connais qui donnent des preuves du théorème d'Holder, je ne dis pas toutes les preuves, mais on pourrait peut-être parier là-dessus. Et parce qu'il y a énormément de preuves du théorème d'Holder, mais ce que je connais, ils commencent par la chose suivante, ils prennent la dérivée logarithmique de gamma, qui traditionnellement on appelle psi, et la dérivée logarithmique de gamma, on prend la dérivée logarithmique de cette équation, ici à gauche, on trouve quelque chose qui a la même allure que les autres équations fonctionnelles qu'on a vues jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est une équation fonctionnelle d'ordre 1, inhomogène, avec un terme à droite. Et en général, elle est plus facile à manipuler que la version multiplicative pour gamma. Voilà. Et bon, j'espère vous convaincre de ça à la fin de l'exposé. Alors, la théorie de Galois différentielle pour les équations fonctionnelles, j'ai essayé de la résumer en un seul slide. J'espère que je suis arrivée à le faire. Donc, si on prend un corps de caractéristique 0, on ne va pas s'embêter, et un automorphisme du corps, et on prend pour C, les éléments qui sont laissés fixes par cet automorphisme, on suppose qu'ils soient algébriquement clos pour ne pas se créer des problèmes. Et là, bon, c'est exactement les situations qu'on a vues jusqu'à présent, c'est-à-dire on prend des séries formelles, par exemple des séries formelles de fonctions rationnelles, et on applique un shift, ou bien on applique une homothétie, une dilatation de normes de modulo complexes, différentes zéros, qui n'est pas une racine de l'unité, là aussi pour éviter les problèmes. Et dans les deux cas, le sous-corps de fonctions invariantes par l'opérateur, CC, c'est les constantes, les vraies constantes. Voilà. Et on considère un système, donc A, une matrice inversible carrée, et on a un vecteur solution Y qu'on cherche à résoudre quelque part. Voilà. Et alors, ce qu'on appelle normalement, là, je me suis pris une petite licence poétique, disons. Ce qu'on appelle normalement une extension de Picard-Vessio, c'est un corps plus grand de K, une extension de K avec une extension de taux, où on peut trouver une solution. Alors, en général, ce corps n'existe pas. Pour les équations fonctionnelles, malheureusement, les solutions ils doivent être cherchées dans des algèbres avec des diviseurs de zéro pas très sympathiques. Bon, quelquefois, il arrive que les solutions se trouvent dans un corps. C'est plutôt dans des cas spéciaux que ça arrive, mais bon, disons, pour l'exposer, c'est suffisant puisque dans toutes les situations précédentes, dans tous les énoncés qu'on a donnés jusqu'à présent, on a supposé d'avoir une solution dans les corps des séries formelles de Laurent. Donc, on peut supposer que les solutions soient là-dedans et donc, c'est pas un abus trop grave pour des énoncés de degré, pour des équations fonctionnelles d'ordre 1. Voilà, et cette extension où on peut trouver des solutions, elle est pas seulement on peut trouver une matrice inversible de solutions, donc un nombre maximal de colonnes solutions,
linéairement indépendante, mais en plus, bon, le corps est engendré par les entrées de cette matrice. Ça, c'est un peu un but de notation. Et on demande aussi que les constantes ne grandissent pas. Donc, ces nouveaux corps, ces éléments invariants partout, c'est toujours C. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on regarde la sous-algèbre du corps engendré par les entrées de la matrice des solutions à l'inverse de son déterminant et on définit un groupe. Donc, c'est le groupe des automorphismes de l'algèbre R qui induit l'identité sur le corps K et que, bon, je l'écris comme ça pour que ça entre dans la ligne. Ça veut juste dire que tous les éléments, tous ces automorphismes commutent avec l'automorphisme de base qui est tau, l'automorphisme d'équation fonctionnelle. Et donc, en pratique, si vous regardez ici, ben, taux et phi commutent. Ça veut dire si vous appliquez phi des deux côtés des équations fonctionnelles, ben, les éléments de la matrice A appartiennent au corps de base. Donc ici, on a vu que c'est l'identité. Ici, taux et phi commutent. On a vu qu'ils doivent commuter. Et on obtient une autre solution de l'équation fonctionnelle dont on est parti. Donc, les éléments du groupe de Galois transforment solution en solution. Et donc, comme ce sont des solutions d'une équation matricielle, il se passe exactement ce qui se passe pour les équations différentielles. Si vous multipliez l'inverse d'une solution, d'une matrice de solution par une autre matrice, ben, vous obtenez une matrice constante. Ben, il suffit d'appliquer taux, vous aurez un 1 moins 1 au milieu, ici, pardon. Et donc, vous voyez que c'est invariant, c'est invariant partout. Ce produit-là est invariant partout. Et après, il y a enfin, bon, au-delà de toute cette salade, voilà, qu'est-ce qu'on fait, un groupe, machin, il y a deux théorèmes qui sont toujours utilisés dans la théorie de Galois, qui sont les mêmes de la théorie de Galois classique. Alors, le premier théorème, je l'ai indiqué comme Galois correspondant, comme correspondance Galois, mais en fait, c'est l'étape, disons, zéro de la correspondance des Galois. C'est-à-dire que si un élément, il est laissé invariant par ses automorphismes de R du groupe de Galois, ben alors il appartient au corps de base. Tout ce qui est laissé fixe par ces automorphismes appartient au corps de base K. Et le deuxième théorème crucial, c'est le suivant. C'est que si ce groupe est petit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de relations entre les solutions. Alors, la façon un peu, comment dire, bon, mathématique de le dire, c'est que si la dimension de ce groupe, la dimension du groupe est égale au degré de transcendance de R sur K. Donc, la définition de R est là. Donc, s'il y a beaucoup d'entrées dans la matrice des solutions qui sont algébriquement indépendantes, qui n'ont pas de relation entre elles, bah, la dimension du groupe sera grande. Et si la dimension du groupe est petite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de relations algébriques entre les solutions du système. Donc, vous aurez beaucoup de polynômes qui s'annulent dans les entrées du système. C'est un peu ça la philosophie. Et c'est ça qu'on utilise pour démontrer tous ces énoncés de données tout à l'heure. Alors, ouais, je vais peut-être résumer. L'idée, c'est qu'on part d'une équation fonctionnelle ici, dont on cherche les solutions. On les trouve quelque part. On ne va pas être trop demandeur pour le moment. Enfin, pour le moment, là, on ne va pas être trop demandeur. Quelque part, on trouve des solutions et on regarde tous les automorphismes, cette algèbre des solutions qui les laisse, qui commutent à l'opérateur de base. Donc, il transforme solution en solution. Et ce qu'on sait, c'est que si un élément est laissé invariant par tous les éléments du groupe, il appartient au corps de base, enfin aux fractions rationnelles, par exemple. Et si le groupe est petit, il y aura beaucoup de relations algébriques entre les solutions. Plus le groupe est petit, plus il y a des relations algébriques entre les solutions. Ça, c'est la philosophie. Alors, bon, on va voir la fonction, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction gamma. Alors, bon, ça, c'est le premier exemple
et pas très intéressant. On va voir pourquoi la fonction gamma est transcendante. Bon, on va voir comment elle a une infinité de pôles. Enfin, c'est pas un résultat très étonnant. Mais bon, ça permet de voir un peu la théorie en action. Donc, la fonction gamma est solution de cette équation d'ordre 1, multiplicative, etc. Et gamma est méromorphe, donc on peut trouver le corps L. On ajoute gamma aux fonctions rationnelles, on trouve un corps qui est contenu dans les corps de fonctions méromorphes sur C. Bon, dans ce sens, je disais que dans ce cadre, le fait de supposer qu'on peut trouver un corps, c'était pas très méchant. Et, et ce qui se passe, c'est que le groupe de Galois, c'est un groupe d'automorphisme de ce corps L qui laisse fixe les fonctions rationnelles en T. Ça doit être un C complexe, désolé. Et qu'est-ce qui se passe? Ces automorphismes de L, ils doivent transformer solution en solution. Ils peuvent juste, multiplier gamma par une constante. D'accord? Et comme bon, là, il y aurait une petite chose à montrer, c'est qu'en ajoutant gamma, on n'a pas ajouté de fonctions périodiques, mais bon, on n'en a pas ajouté. En ajoutant juste gamma, on n'ajoute pas de fonctions périodiques. Et donc, on a que le groupe de Galois, c'est seulement un groupe CC, qui devrait être un C complexe, encore une fois. CC privé de 0, c'est le groupe multiplicatif de C, et le groupe de Galois est contenu à l'intérieur. Alors, si vous voulez le voir comme quelque chose d'algébrique, calculer la dimension, bon, c'est une hyperbole, on identifie à l'hyperbole. Si on veut le voir comme un sous-groupe de matrice. Et si gamma est algébrique, ça c'est par l'absurde, alors ça c'est équivalent au fait que G n'est pas dimension 1, donc il ne soit pas tout le groupe multiplicatif. Et donc, les sous-groupes du groupe multiplicatif, il n'y en a pas 2000, il y a juste les groupes de racines de l'unité. Pardon. Et donc, si on prend n l'ordre de ce groupe qu'on a trouvé, on applique les éléments du groupe de Galois à la puissance énième de gamma. Alors, le groupe de Galois multiplie gamma par une constante, et donc, comme c'est un automorphisme d'algèbre, il multiplie gamma n par la constante puissance n, et le groupe de Galois étant inclus dans les racines de l'unité, ce fourbe est égal à 1, et donc le groupe de Galois laisse gamma puissance n invariante. Ce qui veut dire que gamma puissance n, grâce à la correspondance de Galois que j'ai énoncée tout à l'heure, est dans les fonctions rationnelles. Donc, par l'absurde, on dit si gamma algébrique, le groupe n'est pas tout le groupe multiplicatif de C, mais juste un sous-groupe, c'est-à-dire un groupe de racines, et on trouve qu'une puissance de gamma, ça doit être une fonction rationnelle, ce qui ne peut pas être vrai. Donc gamma est transcendante. Et bon, si on veut voir la différence entre utiliser gamma et utiliser psi, psi, je vous rappelle, c'est gamma prime sous gamma, et vérifie cette équation différentielle, cette équation de différence ici. On prouve que le groupe de Galois, il doit être contenu dans le groupe additif de C, c'est-à-dire que le groupe de Galois, les automorphismes de L doivent transformer une solution dans une solution. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent juste ajouter une constante à la fonction gamma, parce que l'espace des solutions, c'est un espace affine, donc ils peuvent juste ajouter une constante. Et il se trouve que C, comme groupe additif, il n'a pas de sous-groupe algébrique, il n'y a pas de sous-groupes qui sont définis par des zéros de polynômes. Vous avez d'autres types de sous-groupes, mais non, on n'a pas d'autres types de sous-groupes. Et, non, j'ai dit une bêtise. Donc, si psi est transcendante, et non, si psi algébrique, j'aurais dû écrire, pardon. Ouais, j'ai utilisé deux formulations différentes, pardon. Psi est transcendante.
parce que ces groupes-là, il n'y a pas de sous-groupe propre algébrique à part le 1, le groupe formé par 1. Et ça correspond au cas où psi est rationnel. Ou bien, quand c'est transcendante, c'est tout le groupe c'est plus. Donc l'idée, c'est que si psi est rationnel, elle doit être fixée par tous les éléments du groupe de Galois. Et comme elle est rationnelle, le groupe de Galois est donc constitué que de l'élément identité. Et si elle est transcendante, elle est fixée par aucun élément du groupe de Galois. Et dans ce cas-là, c'est tout le groupe additif. Alors, bon, a priori, les deux points de vue n'ont pas l'air d'être ouais, n'ont pas l'air d'être très différents et ils ne le sont pas à ce niveau-là. Mais si vous voulez démontrer les théorèmes de Holder, là, vous avez un vrai gain d'efficacité. Parce que si on passe de l'équation fonctionnelle de gamma à l'équation fonctionnelle de psi, ici, maintenant, on peut dériver psi, on le dérive par rapport à d sur dt, et c'est la dérivation commute avec le fait d'additionner 1 à la variable. Donc, on obtient une équation fonctionnelle de ce type pour tous les dérivés de psi. Donc, c'est toujours une équation fonctionnelle du même type, avec ordre 1, avec un terme à droite inhomogène. Et ce qui se passe, c'est que si vous voulez l'extension R où on va chercher toutes les solutions, c'est tout simplement obtenu en ajoutant psi, psi prime jusqu'à psi puissance n. C'est l'extension de Picard-Ratio pour ce système pour i qui va de 0 à n. Donc, on a une extension de un anneau de Picard-Ratio dans ce cas-là, où on a toutes les solutions de ce système, on a considéré tous les dérivés de 0, donc psi, non dérivé, jusqu'à la dérivée énième. Et alors, il se passe que si gamma est différentiellement algébrique, c'est-à-dire si gamma vérifie une équation différentielle algébrique sur C de t, alors psi est différentiellement algébrique sur C de t. Bon, certes, il y a des gamma primo dénominateurs, mais si on développe toutes les dérivées, on nettoie les dénominateurs, on voit qu'on passe d'une équation différentielle à l'autre. Voilà. Et dire que psi est différentiellement algébrique sur CDT, ça veut dire que psi, psi prime jusqu'à un certain n psi n sont algébriquement dépendantes sur les fonctions rationnelles. Donc, il existe un polynôme qui s'annule. Et alors, la théorie de Galois, il dit, s'ils sont algébriquement dépendants, le groupe de Galois, il doit être plus petit qu'attendu, que ce qu'on attend. Donc, être plus petit que ce qu'on attendrait, que le maximum possible dans ce cadre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le groupe de Galois est un ensemble d'automorphismes de cet anneau. Qu'est-ce qu'il peut faire ici, un automorphisme? Il peut juste ajouter une constante à chacune des dérivées de psi. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà. Ce qui se passe, que chaque élément du groupe, l'entomorphisme, il envoie psi, d'un psi, puis une certaine constante ci, ci. Et donc, le groupe se représente comme un vecteur d'n plus 1 constante complexe dans un groupe addictif, c'est-à-dire un espace vectoriel. Le groupe de Galois est contenu dans un espace vectoriel d'ordre n. Et le fait qu'il soit plus petit que ce qu'on attend pour un sous-groupe d'un groupe vectoriel, ça veut dire qu'il est contenu dans un hyperplan. Un sous-groupe d'un espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel. Et dire que c'est un sous-groupe propre, ça veut dire qu'il est contenu dans un hyperplan. Et alors, il existe des constantes telles que le groupe est défini par le fait que la somme de ces constantes CI soit 0. Donc ça c'est les théorèmes dont je disais que plus il est petit, plus il y a de relations entre les solutions.
Et donc, maintenant, on va définir un élément G qui est égal à la somme des lambda I, qui sont les constantes, les coefficients de ce type hyperplan, fois les psi I. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si on applique les éléments du groupe de Galois à G, ben, lambda I, c'est des constants, ils sont des corps de base, et les psi sont transformés en psi pour plus CI. Et comme les sommes de lambda CI égale à 0, ben, on retrouve G. Donc, G est un élément qui est fixé par tous les éléments du groupe de Galois. Et donc, par la correspondance de Galois, ben, G est rationnel. Et en plus, si on considère G de t plus 1 moins G de t, eh ben, on a là cette expression qui vient donc en combinant ça et la définition de G qui est là. Donc, si on applique G de t plus 1, ça fait somme de lambda I psi I de t plus 1. Donc, on substitue là-bas, on subtrait G, ben, on obtient ce terme à droite. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, il se passe que là, on a des dérivés de 1 sur t. Donc, on obtient des termes qui ont tous des pôles 1, 0 et pas ailleurs. On dérive 1 sur t, on obtient 1 sur t carré et 1 sur t au cube, etc. Et avec des coefficients constants. Et par contre, à gauche, on a la différence entre g dt plus 1 moins g dt. G est une fonction rationnelle. Le terme de gauche ne peut pas avoir s'il existe, ne peut pas avoir de pôle qu'un 0. Fatalement, s'il a un pôle à 0, si j'ai un pôle à 0, j'ai t plus 1 aura un pôle à moins 1. Donc, il faudrait que le terme de droite ait au moins deux pôles. Le terme de droite a un seul pôle. Donc, on a une contradiction. Voilà. Et ça veut dire que gamma ne peut pas être différentiellement algébrique. Donc, disons, une fois qu'on a payé le prix de la théorie, il n'est pas des pires de ce point. Enfin, je veux dire, c'est une théorie qui peut s'apprendre, au moins pour l'utiliser relativement rapidement. C'est pas un investissement, à mon sens. Je peux me permettre. Je ne trouve pas que ce soit parmi les théories qui demandent un investissement le plus fort. Il y a des choses bien plus compliquées, je dirais. Disons, ça permet, utilisé comme un boîte noire, de démontrer le théorème d'Holder en quelques lignes. Alors, ça, c'est pas la thèse de Charlotte Aldouin, mais ça apparaît cette preuve apparaît dans sa thèse. Et dans sa thèse apparaît une preuve du théorème de Ishizaki ou Gawara qu'on a vu au début avec cet ordre d'idées. Et, disons, ça suit le même type d'équivalence, quelque chose près. L'opérateur n'est pas le même, mais bon, disons, c'est un raisonnement du même ordre et même, je dirais, du même degré de difficulté une fois qu'on a prouvé ce qu'il faut pour la théorie. Et voilà, ça c'est. Bon, je suis pile à l'heure. Et pour conclure, évidemment, enfin, cette application, enfin, pour la qualifier d'assez simple, la théorie a un développement quand même relativement certaines sophistications. Et donc, parmi les résultats plus récents qui résument un peu tout, qui incluent, hein, pas plus que résumer, englobe les résultats que j'ai donnés jusqu'à présent, il y a ce théorème d'Adamczewski et de Dreyfus-Hardouin de 2019. Ils disent que si vous avez une série formelle qui est solution d'une équation linéaire aux différences d'ordre quelconque, là on a vu que des solutions, enfin des équations d'ordre 1, où les opérateurs, enfin les coefficients sont rationnels, et taux est l'un de ces opérateurs-là. Vous verrez que c'est les opérateurs qu'on a vus jusqu'à présent, à peu près. Donc il y a cette homothétie à un point fixe avec les points fixes envoyés à l'infini. Il y a, j'ai dit homothétie, c'est une homographie à un point fixe, et ça c'est une homothétie, donc c'est une dilatation, c'est juste dilate l'espace. Et après, il y a cet opérateur qui est l'opérateur de malheur, qui est inclus dans la liste.
Et ben alors, elle est soit algébrique, soit transcendante sur les fonctions rationnelles. Et donc, bon, c'est un théorème qui est éprouvé par récurrence, mais le terme de degrien, enfin, la preuve de la partie de degrien, la chose plus facile, disons, dans le théorème, et c'est les énoncés qu'on a vus jusqu'à présent. Et après, on fait une récurrence, et c'est là où, effectivement, se passent des choses dans la preuve. Mais ça montre que, à mon sens, toujours, enfin, je pense, ça montre une certaine puissance dans la technique et qui permet de dire des choses sur la nature des séries qui peuvent être issues d'autres problèmes et qui sont solutions des équations fonctionnelles. Et bon, on a vu des exemples, on peut l'appliquer de façon facile pour obtenir de la transcendance différentielle. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Alors, une question rapide. Une question. Oui, alors, je vous fais passer. Bonjour. Bonjour. Donc tu dis que dans le cas dans le cas des petits pas, le fait de faire apparaître une équation différente, ça dépend fortement d'un paramétrage de la courbe du noyau. Et Ouais, plus ou moins. Oui. Oui, en effet. mais Je t'ai interrompu. du coup, je me demandais si dans le cas où où la courbe du noyau est pas aussi simple, genre si c'est pas de genre 1 ou de genre 0, on a quand même un espoir de faire apparaître une telle équation différence. Donc s'il y a éventuellement d'autres techniques que celle de trouver un paramétrage. Alors, oui, il y a d'autres équations différentes plus compliquées. Bon, c'est un travail en cours avec Marley Mishna. Mais enfin, on a des résultats partiels sur la transcendance différentielle. Mais on peut toujours, je ne vois pas qui se passe ici. Et on peut toujours se ramener à des équations fonctionnelles parfois plus compliquées. Par exemple, il y a des fois où on trouve des équations fonctionnelles qui sont ce qu'on appelle des fonctions fonctionnelles itérées. Donc, c'est pas une homothétie qu'on trouve, mais c'est des fonctions rationnelles de degré plus grande. Enfin, c'est pas comme ici où il y a t sur t plus 1. Et c'est des équations que l'on tient en itérant des fonctions rationnelles de degré plus général, ou bien même des fonctions algébriques. Donc là, ça se corse un peu. C'est pas aussi simple. Dans les cas de genre 1, on n'a pas de paramétrisation rationnelle. Bon, cependant, on connaît bien les corps de fonctions elliptiques, donc bon, on obtient une équation fonctionnelle, mais d'un autre genre, pas celle qui apparaît ici, liée au groupe de la fonction elliptique. Donc, enfin, disons que la théorie générale part d'un corps sur lequel on a un automorphisme, et là, on peut développer une théorie de Galois. Ce corps peut être plus compliqué que les fonctions rationnelles. Ça peut être, dans le cas de genre 1, c'est les, c'est c'est le corps de fonction elliptique, la courbe elliptique qui se, qui apparaît dans le noyau. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Disons, la force de la théorie, c'est qu'elle est complètement abstraite à partir du moment où on a un automorphisme du corps de base et qu'on arrive à écrire pardon, on arrive à écrire une équation fonctionnelle où on peut dérouler la machine avec plus ou moins de difficultés, de complications techniques, autant que les choses montent. Mais dans le cas de genre plus élevé qu'un, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent dessus. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent, mais
pour appliquer des méthodes gaussiennes, j'entends D'accord. par là. Mais c'est pas... Merci, tu as répondu à ma question. Je regardais qu'il y a une question d'Allah. Oui, il y a Cyril qui a fait un commentaire, je pense, une contribution à cette question. Du coup, on remercie encore notre oratrice. Merci à vous. Voilà.